Samedi 25 juillet, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour vos éditions d'information dans l'actualité aujourd'hui. Un Polynésien au cœur des incendies en Gironde. L'un des restaurants de Giovanni Pea se trouve dans une commune touchée par les flammes. Près de 40 000 hectares ont brûlé, 2 pompiers sont morts et plus de 160 000 habitants ont été évacués. À Rayatea, les meilleurs tireurs polynésiens s'affrontent au championnat de Baltrap. Pour les présélectionnés aux Jeux du Pacifique, la compétition sert aussi de préparation à ce grand rendez-vous dont le coup d'envoi sera donné dans un an. Et pour faire justement le point sur les préparatifs, nous recevons ce soir Noéline Parker, présidente du comité organisateur. Un nouveau visage pour Miss Dragon. Les 6 candidates ont été révélées aujourd'hui. Des jeunes femmes défendent leurs racines et une communauté profondément ancrée en Polynésie. Une élection qui met à l'honneur sa contribution à la richesse culturelle locale. Près de 40 000 hectares partis en fumée, 2 pompiers décédés et plus de 160 000 habitants évacués. L'incendie géant qui frappe la Gironde ravage tout sur son passage sans épargner la faune et la flore. Des Polynésiens vivent aussi ce drame de près. Parmi eux, Giovanni Pea, à la tête de 2 restaurants dont l'un est situé dans une commune déjà touchée par les flammes. Thomas Chabrol et Mérité Ato l'ont contacté pour nous regarder. La commune a été touchée par l'incendie depuis mercredi. Donc, en journée, mercredi, dans l'après-midi, donc il y avait ce feu qui s'est déclenché à environ 15 km du Cap Ferret. Et dans la nuit, donc, on a eu des alertes de voisins qui nous ont appelés pour venir donc voir un peu nos affaires parce que nous habitons dans un camping à 10 km de là. Hein, la semaine, quand je suis donc en activité au restaurant, ben, j'habite dans mon mobile home. Nous espérions revenir le vendredi, ce qui s'est pas fait, et parce qu'il y a eu une aggravation dans la journée de vendredi. Si bien que le vendredi, quand on a vu l'ampleur des dégâts, parce que cela dépendait beaucoup des vents, faut savoir, hein. Les vents venaient donc du nord et envoyaient tout ça vers la mer, hein. L'incendie se propageait plutôt vers l'océan, vers la presqu'île du Cap-Ferret, vers le restaurant. Et c'est ça qui a quand même alerté tout le monde. Et c'est ce qui fait que la presqu'île a été évacuée le lendemain, à savoir entre la nuit de mercredi et jeudi. Il s'est écoulé peut-être 12 heures. Donc les choses ont évolué en 12 heures. Ben, le camping a été touché, apparemment, étant donné que la presqu'île du Cap-Ferret est complètement isolée à l'heure actuelle. Nous n'avons aucune information concernant donc le restaurant ni les campings aux alentours. Il y a une autre inquiétude qui vient donc s'ajouter à ça, c'est la saison touristique, on va dire. Il y a beaucoup de réservations qui ont été annulées, aussi bien au sein du restaurant qu'au sein des campings et des hôtels qui accueillent donc des touristes tout l'été. Aujourd'hui, mon personnel est au chômage technique, sans visibilité, c'est-à-dire j'ai aucune visibilité sur l'avenir, sur l'avenir proche, le mois d'août par exemple. Même si le restaurant réouvre, il y a quand même un constat voilà, d'échec, hein, par rapport à cette saison, parce que nous travaillons essentiellement en juillet, août et septembre pour faire notre chiffre d'affaires de l'année, si bien que voilà, il va falloir s'attendre certainement à des difficultés à venir. Nous vous en parlions hier, la décision est tombée aujourd'hui. Les 5 prestataires qui contestaient ont référé. Les nouvelles règles d'observation des baleines ont été déboutées par le tribunal administratif. Le juge estime que leurs arguments ne permettent pas de remettre en cause la légalité des autorisations délivrées. Plus d'informations sur tntvnews.pf. À Pire Air, la trêve sportive laisse place à un nouveau rendez-vous. Pendant 2 mois et demi, un championnat intercommunal de futsal réunit des équipes venues de plusieurs communes de Tahiti. Au-delà de la compétition, l'objectif est aussi d'éloigner les jeunes de l'oisiveté grâce au sport. Voyez le reportage. Deuxième week-end de compétition pour cette première édition du championnat intercommunal de futsal. Une initiative du comité de Pire-Air, soutenue par la DG2E et l'Office des sports de la commune. À travers ces rencontres, les organisateurs veulent notamment transmettre discipline et repères aux jeunes. Je suis passé par là, on est passé par là. Je sais qu'à travers ce sport, que nous, même moi-même que j'ai fait, j'ai tout changé en fait. Avec la violence que j'avais à l'époque, pas derrière ce sport que en fait j'ai changé.
Je pense aussi les jeunes qui ont changé. Sur le terrain, la dimension sociale laisse rapidement place à la compétition. Des équipes de Mahina, Aroué, Pire, Papeete et Punaoya s'affrontent avec dans leur rang plusieurs joueurs de haut niveau. Une manière de se maintenir en rythme quelques semaines seulement après la fin du championnat de Ligue 1. Donc il y a quelques de la B aussi qui est dans l'équipe. Il y a du niveau dans les autres communes aussi. Donc c'est à nous de préserver, si on peut rester au niveau ici, ben, ça va être dur. Voilà, on est très content d'être ici et les copains du quartier et tout, ça fait vraiment plaisir de ce genre de rencontres-là. On est compétiteurs avant tout, hein. On aime un peu les challenges, hein. Mais voilà, c'est une bonne rivalité et c'est ce qui fait le charme un peu de la compétition, tu vois. Une rivalité parfois intense qui fait monter la tension pendant les matchs, mais surtout la promesse de belles confrontations pour les week-ends à venir. Autre compétition, cette fois Raïatea, où le championnat de Polynésie de Baltrap a débuté hier avec les séries en single race. Toinois de Gage prend provisoirement la tête du classement, un rendez-vous qui permet aussi aux athlètes présélectionnés pour les Jeux du Pacifique de se préparer à ce grand rendez-vous. Reportage sur place de Ronnie Moufat. Tahiti Raïatea Moorea, l'élite polynésienne du Baltrap s'est donné rendez-vous à Raïatea avec un objectif, décrocher le titre de champion de Polynésie. Dès les premières séries, Toinois de Gage du Sporting Clay Club de Tahiti donne le temps. En single race disputé sur 100 plateaux, il réalise un quasi sans faute avec 99 points sur 100. Manu Sonker de l'association sportive de tir de Tahiti finit deuxième devant Simon Papa de l'association sportive de tir de Moorea. Une première journée très relevée. Un test grandeur nature en vue des Jeux du Pacifique 2027. Oui, c'est-à-dire qu'aux Jeux du Pacifique, comme ça c'est la même période, l'année prochaine la même période, et que c'est la période du Maramou, ça permet justement de s'entraîner avec le vent. Wharoa, comme c'est un grand couloir, le vent, par contre, quand ça veut vraiment rigoler avec le Maramou, là ça fait vraiment, ça nous pose de gros soucis. La compétition bénéficie également de l'expérience de Johnny Bédis, triple champion de Nouvelle-Zélande et une fois champion du monde en 2014. Il encadre les 7 tireurs polynésiens présélectionnés avec en ligne de mire les Jeux du Pacifique de 2027. Nous devons constituer une équipe pour les Jeux du Pacifique. J'espère que les candidats donneront le meilleur durant ces 3 jours. Ils disposent déjà d'un très bon niveau technique. Il s'agit principalement d'améliorer certains détails. Quelques ajustements surtout. La posture, la rotation du corps et la tenue de l'arme. Ce sont ces petits détails qui peuvent faire la différence. Franchement, surtout que les conseils qu'il a donnés, c'était des trucs assez simples, mais ça fait quand même la différence, le positionnement, comment épauler, comment te préparer à en tirer, le fait de se concentrer, en fait, ça aide quand même pas mal, quoi. Single race, single barrel, point score, chaque passage sur le pas de tir permet aux compétiteurs de peaufiner leurs repères techniques et de s'adapter aux conditions qu'ils retrouveront aux Jeux du Pacifique. Les athlètes ne sont pas les seuls à se préparer au grand rendez-vous de 2027. Avec nous ce soir, la présidente du comité organisateur des Jeux du Pacifique, Noéline Parker. Bonsoir Noéline. Bonsoir Athéna, bonsoir la Polynésie. Alors, vous avez marqué le J-365 avec la présentation des mascottes officielles hier à Rabat et Touatini. Mais ces derniers mois, ce qui a surtout fait parler, ce sont les sites de compétition à un an des Jeux. Pouvez-vous nous assurer que tout est prêt ? Alors, à un an des Jeux, on sait que tout est engagé pour que ça soit prêt, effectivement, que ce soit sur les sites de compétition ou nous-mêmes, en tant que comité organisateur, on est responsable de l'accueil des délégations, on est responsable de l'hébergement, des déplacements, de la restauration et aussi de la préparation des compétitions sur chaque site de compétition. Donc, on s'y attelle et on est sur les détails. Sur la dernière année, on sera sur les détails de chaque concept sur chaque site. Alors, on va parler de la logistique un peu plus en détail juste après, Noéline. Mais avant, le bassin olympique sera finalement construit à Mamao, ça y est. Mais son gradin, pour une compétition internationale de cette ampleur, comment expliquer que le public ne puisse pas assister à la compétition ? Alors, c'est vrai que c'est un choix du gouvernement. Et c'est difficile également pour nous, hein. Mais en raison des délais qu'il reste, on a dû faire des priorités. Le gouvernement, la ministre en tout cas, a fait ses choix. Et puis pour nous, le plus important surtout, c'est qu'on puisse avoir un bassin aux normes olympiques.
Alors, les Jeux, 25 sites de compétition répartis entre Tahiti, Moorea et Raiatea, 4500 athlètes attendus et près de 10 000 personnes avec les délégations. Comment toute cette organisation se met-elle en place? C'est assez complexe, effectivement, mais je pense que c'est la raison pour laquelle le comité organisateur il va s'étoffer. On ne travaille pas tout seul. On remercie tous les acteurs qui sont autour de ces jeux-là. Je pense notamment au pays, bien sûr, à l'État, à nos partenaires privés comme le groupe Socredo, Nolt ou Wintutech et puis dernièrement Intercontinental. Mais je pense aussi à ces bénévoles qu'on va aller chercher, effectivement, et qui vont... les services civiques également. Nous avons commencé à avoir des services civiques. Donc, oui, c'est complexe, mais on est en train d'étoffer une équipe qui va coordonner tous ces jeux-là. Alors justement, Noéline, des bénévoles, en mai dernier, vous aviez atteint 2200 bénévoles et pourtant, depuis, il y a eu des désistements. Ça porte préjudice à l'organisation, tous ces désistements. Voilà. Malgré tout, on reste optimiste parce qu'en fait, on continue à aller à la rencontre des associations de quartier, dans les communes. Aussi, on travaille avec les fédérations sportives qui n'ont pas aussi encore enregistré leurs bénévoles, les confessions religieuses. Et puis, on fait aussi un appel à toutes les administrations et à ceux qui ont envie de donner un coup de main l'année prochaine. Je reste confiante quand même parce que au plus on va arriver vers les Jeux et les gens vont vouloir aussi apporter leur contribution. Et pourquoi est-ce que les gens se désistent finalement, ces bénévoles? Je pense qu'un an, c'est difficile peut-être pour certaines personnes de se projeter et de se dire, OK, l'année prochaine, je fais ça. Et puis, il y a d'autres projets qui viennent se greffer sur leur propre calendrier. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on aimerait que ça se stabilise, mais on continue à avancer. Tous les mois, par exemple, nous organisons une animation à destination des volontaires dans chaque commune. La prochaine commune, ce sera Mataya. Et donc, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces bénévoles, de leur expliquer les jeux, mais aussi de leur donner le virus de ces jeux, l'esprit des jeux, et d'apprendre à être ensemble et à travailler unis. Ben voilà, aux futurs volontaires, le message vous est adressé. Alors, Noéline, entre les déplacements des délégations, les entraînements et les compétitions, les habitants de Tahiti doivent-ils s'attendre à de futurs gros embouteillages? Alors, l'idée, c'est bien sûr de travailler avec le prestataire des transports, mais aussi la direction des transports, avec la gendarmerie, enfin avec toutes les personnes qui peuvent nous aider à fluidifier, les polices municipales, à fluidifier justement ces déplacements-là, en sachant que entre Mataya, les sites de compétition sont répartis entre Mataya et Hitia, et que ça ne va pas être facile, mais je pense que ça c'est un challenge, je le sais, c'est complexe, mais les gens qui sont autour de la table, avec les gens qui seront autour de la table, on va pouvoir trouver un concept qui soit pas trop pénalisant, on va dire, pour notre population. Une population qui finalement va vivre une grande aventure humaine, vous aimez le dire. Ce grand rendez-vous sportif a tout de même un coût. À combien estime-t-on ce coût aujourd'hui? Les financements sont-ils bouclés? Y aura-t-il des dépassements? Alors, les financements sont bouclés, et même si au niveau du pays, je suppose qu'ils sont en arbitrage. Mais en tout cas, oui, ça se chiffre à quelques milliards, voilà. Et c'est le coût nécessaire. Il est conséquent, mais c'est nécessaire pour pouvoir recevoir toutes ces délégations-là. Eh bien, Noéline Parker, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je te remercie. Qui a dit que le tiurei était réservé aux enfants? À Moorea, les matahiapo ont été mises à l'honneur lors d'une soirée spéciale organisée par l'Association des forains de Eimehonui, un moment convivial auquel a assisté pour nous Veitiare Pereira. Des couronnes de fleurs, des sourires et beaucoup de bonne humeur. Ces membres de l'association des Matahiapo d'Afaritu participent à la première soirée organisée en l'honneur des plus de 60 ans au Tiurei de Moorea. Alors cette soirée pour nous d'abord c'est une occasion bien sûr de sortir, de venir voir un petit peu et de se dire de faire un petit peu de folie avec les petits-enfants, pourquoi pas, sur les manèges, et puis nous sommes prêts à aller sur les manèges. Pour cette première édition, plusieurs forains ont accepté de proposer des réductions aux Matahiapo de 60 ans et plus, une façon de les inviter à sortir et à profiter. Souvent, ils ne veulent pas sortir, ils aiment rester à la maison, ils sont réservés. Et là, ça les permet de sortir justement en famille, entre copines et se faire plaisir.
Une première édition qui aura permis à ces mamies de partager un moment hors du quotidien. Elles espèrent désormais que cette initiative sera reconduite et rassemblera encore davantage de Matahia. C'est très bien qu'on a organisé cette soirée. C'est dommage, on n'a pas rencontré d'autres personnes aussi. 6 nouveaux visages pour représenter la communauté chinoise de Tahiti est le fruit de ses plus beaux métissages. Les jeunes femmes ont été présentées aujourd'hui, donnant le coup d'envoi de 2 mois de préparation sous les yeux du public. Thomas Chabrol, Mérétéato. 6 personnalités, 6 parcours et une même ambition, devenir Miss Dragon Tahiti 2026. En coulisses, les candidates ajustent les derniers préparatifs. C'est leur première apparition officielle devant le comité Miss Dragon. On a changé un peu les critères, vu que les critères internationaux aussi ont évolué, donc il fallait qu'on suive le mouvement. Avant, les critères c'était de 18 à 25 ans, là on a élargi de 18 à 30 ans, puisqu'au niveau aussi international, ils ont élargi jusqu'à 35 ans aussi. Donc nous on est resté à 30 ans, mais bon, peut-être que ça a évolué. Et on a changé aussi, avant le casting c'était d'origine chinoise, on a évolué, on a mis d'origine asiatique. Pas de critères de taille, ni d'obligation de parler chinois ou une autre langue asiatique. Le comité privilégie avant tout la personnalité et le métissage. Parmi les 6 prétendantes, certaines souhaitent avant tout partir à la découverte d'elles-mêmes. Elles voient dans ce concours un défi personnel. Pour sortir de ma zone de confort, car j'ai toujours été une personne discrète, calme et qui n'ose pas faire les choses directement. Je pense que ce sera un très grand défi à relever et je suis prête à faire face quand même. Cette élection est aussi un moyen de renouer avec leurs racines, une quête d'identité pour mieux comprendre sa propre histoire. C'est plutôt côté papa, oui. Mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père m'ont élevée depuis que j'ai 3 ans. Et ce qui fait la jeune femme que je suis devenue aujourd'hui. Née à Hong Kong, Laurence est arrivée à Tahiti à l'âge de 12 ans. Pour elle, le concours est l'occasion de valoriser des origines qu'elle assumait difficilement plus jeune. Quand j'avais des complexes symétrie asiatique quand j'étais petite, et j'aimerais transformer cette complexe en force et en même temps de partager ma culture, vu que je suis née à Hong Kong. Je parle chinois, le cantonais et le mandarin couramment, c'est mes premières langues. L'élection de Miss Dragon Tahiti se déroulera le 26 septembre, en pleine période de la Fête de la Lune, l'une des célébrations les plus emblématiques de la culture chinoise. Et puis dans la fraîcheur des Australes, la nature a offert un spectacle singulier aux habitants de Reivave. Une jeune otarie s'est invitée dans une taraudière à quelques dizaines de mètres de la mer. Une rencontre insolite, largement partagée sur les réseaux sociaux. D'après les dernières images, l'animal a depuis regagné l'océan sans assistance humaine. Une adorable parenthèse venue des Australes pour refermer ce journal. Dans quelques instants, votre divertissement, les traîtres suivis des prestations du Heiva et Tahiti en rediffusion. Belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.